bien, bonjour à tout le monde. Ravi de vous accueillir dans le salon d'honneur de la ville de Niort. Vous avez pu parcourir les expos. Vous avez vu les propositions artistiques sur ce thème 30 ans après. Il va y avoir une captation. C'est pour cela qu'en fait, il y a les caméras. Cette captation sera visible sur le réseau Diagonal, puisque c'est grâce au réseau Diagonal qu'on va avoir la possibilité d'avoir cette vidéo. C'est une table ronde qui se veut aussi interactive. Donc effectivement, Brigitte va interpeller chacun des participants, mais vous pouvez, et elle vous incitera, comme vous le sentez, à intervenir. C'est vraiment l'idée de faire une prospection en fait sur que va devenir la photographie. Au travers du parcours des expositions, vous avez pu voir déjà comment le médium photographique a été trituré, malaxé. Mais au-delà de ça, comment en fait les 9 artistes qui se sont investis voient le monde dans 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui a émergé naturellement en fait à la lecture de l'ensemble des propositions artistiques. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas surtout à interpeller. Le meilleur moyen, c'est quand même d'essayer de lever la main, ne pas crier. Je voulais saluer Johan Foncuberta, malheureusement, qui ne pouvait pas se déplacer, comme c'est un homme prolifique. Il vient de sortir un nouveau livre, et ce livre sort aujourd'hui même, et c'est pour ça qu'il est resté à Barcelone, ou à côté de Barcelone, à Granollers plus exactement. Et puis je tenais à excuser Fanny Escoulen, donc chef de la photographie au ministère de la Culture, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Voilà, on le regrette, on aurait eu une vision de l'institution, pardon, ça manquera à l'appel. Mais peut-être qu'un des 2, 3, 4 participants pourront l'évoquer. Merci à vous, je vous souhaite passer un bon après-midi. Et n'hésitez pas à intervenir surtout, c'est vraiment la volonté. Merci Patrick, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai d'abord le plaisir de vous présenter Christine Coste, qui est journaliste au Journal des Arts, Johan Foncuberta, qui est là en visio avec nous, que vous connaissez puisqu'il a exposé l'année dernière à la Villa Perrochon, artiste donc, commissaire d'expo, critique, historien et auteur de nombreux livres. Patrick Lebescon, fondateur des éditions Filigrane. Michel Poivert, historien de la photographie, commissaire d'exposition et auteur de très nombreux livres. Et Arnaud Lévenès, fondateur et directeur de la Capsule au Bourget, qui représente aussi le réseau Diagonal. Patrick vous l'a dit, si vous avez des interventions ou des questions à propos de ce dont on est en train de parler ou à nos invités, le micro pourra circuler. Pour commencer, je vais utiliser le sous-titre d'un livre de Johan Foncuberta. Je ne sais pas si c'est celui-là qui est sorti aujourd'hui, dont le sous-titre est « Contre les miroirs ». Le sous-titre est « De l'alchimie à l'algorithme ». Je pense que nous allons cet après-midi passer de l'alchimie à l'algorithme. En partant de l'alchimie, j'avais envie d'imaginer la photographie. Jusqu'à aujourd'hui, pour faire de la photographie, pour être photographe, il faut qu'il y ait un photographe, un appareil photo. Les premiers appareils photo numériques sont apparus dans les années 94-95. Il faut qu'il y ait de la lumière. Et bien sûr, avec l'appareil photo, un capteur numérique ou de la pellicule. Alors, je voudrais qu'on prenne ces 3 points et qu'on les projette dans 30 ans. Mais d'abord, je sais que Christine Coste a très envie, elle, de faire un retour en arrière, c'est-à-dire d'aller à reculons et de nous dire dans quel état était la photographie en 1994. C'était un peu compliqué pour moi de me projeter dans 30 ans et je me suis dit, j'aime bien les faits en tant que journaliste, donc je me suis dit, je travaille pour le Journal des Arts et pour l'Œil, qu'est-ce qui se disait en 1994 sur la photographie?
Donc je suis partie de 4 articles qui sont sortis dans le Journal des Arts tout le long de l'année. Alors, on y reviendra petit à petit, sinon j'ai monopolisé toute la parole. On va commencer par un premier article qui est sorti en avril 1994, à la suite d'une rencontre qui avait eu lieu à Aix-en-Provence, un colloque sur l'avenir de la photo, questionnement sur qu'allait devenir le médium. Et l'auteur de cet article, c'est Michel Friseau, qui est un historien de la photo. Et je vais vous lire le titre de l'article, le sous-titre, et je vais faire assez court avec l'article qu'a écrit Michel Friseau. Donc on est sur ce colloque, l'article s'intitule « Photographie numérique, qui a peur du tout digital ? La rupture imposée par la technologie paraît inéluctable ». Ça c'est le titre. Titre qui s'accompagne du sous-titre suivant, « De la photographie numérique, dont on parle beaucoup, on sait généralement peu de choses vraies. Dans le complexe encore flou des nouvelles technologies, elle focalise les enthousiasmes systématiques pour la nouveauté, les craintes de disparition d'un artisanat séculaire, les fantasmes de tout est désormais possible. Donc ça, c'est le sous-titre. Je vais faire assez court sur l'article, mais je pense que les premiers passages et la conclusion sont intéressants. Objet de répulsion pour les tenants du traditionnel, la pellicule, objet de soins attentifs pour un hypothétique renouvellement de l'art contemporain, les, entre guillemets, effets spéciaux de la photographie numérique sont pour l'heure très utiles dans les travaux de publicité, notamment pour les cosmétiques, afin de gommer les apparences photographiques trop réalistes qui, décidément, sont moins prisées qu'on ne croit. Toutes les craintes sont permises, envahissement d'un néopictorialisme, c'est-à-dire d'une soumission à des esthétiques, entre guillemets, artistiques, et perte de la présence âpre du réel propre à la photographie analogique, que soulignait le photographe Alain Butard. Disparition de l'autorité de la trace, lumineuse au profit d'une vitesse de traitement et de circulation d'informations uniformément analysée, comme le soulignait Alain Renaud, chargé de mission à Télécom. Nous approchons d'une époque où personne ne pourra dire si une image est vraie ou fausse, selon Jacques Clarence de l'Observatoire de l'image. La photographie retrouvera alors sa fonction d'illustration, qui n'est pas de se vouloir entièrement exact. J'ai pour ma part rappelé que l'empreinte photographique était déjà manipulable et que nous lui accordions jusque-là une confiance limitée en rapport avec la connaissance que nous avons du fonctionnement du dispositif. Je dis simplement les dernières phrases de conclusion, parce que je pourrais, mais je trouve qu'avec les débats actuels sur l'intelligence artificielle, ce qui se pose d'ores et déjà il y a 30 ans sur le numérique, il y a des discours qui apparaissent presque identiques, on pourrait changer les mots. Puisque nous doutions de plus en plus de l'image photographique, nous doterons davantage de l'image numérique, en connaissance de cause. Plus difficile à analyser, la peur de ne plus pouvoir juger sur pièce, sur un document formellement authentique, pour le philosophe Bernard Stiegler. Il y aura là une peur du fantomal, déjà à l'œuvre dans la photographie, l'appréhension des transformations mentales qu'impliquera une nouvelle étape de la saisie discrète, par éléments séparés du savoir. Ce savoir que nous avons cru analogique aux effets continus de la vue et qui pourrait lui aussi se retrouver par émiettement, par quantification atomisée. Merci Christine pour cette référence à Michel Friseau et cette observation déjà en 1994 dans ces années-là de la peur du numérique. Qui apparaît à ce moment-là. Je vais tout de suite interpeller Joanne Fontcuberta. Est-ce que Joanne, vous reconnaissez cette peur ancienne, on va dire il y a 30 ans, et est-ce qu'aujourd'hui on est dans les mêmes frayeurs à propos de l'IA, du tout numérique et de la disparition de la photographie en tant qu'objet? Joanne. Oui, bonjour. D'ailleurs, je peux dire que je regrette de n'être pas là de façon présentielle. Ce que j'aimerais expliquer, c'est que le plus intéressant de la photographie, c'est, à mon avis, le fait que dans une certaine généalogie des images, elle représente un stade très important. C'est-à-dire que si on essaye de regarder un panorama historique,
je dirais qu'on pourrait se boucler sur disons, l'illustration scientifique du 18e, quand il y a eu plein d'expéditions scientifiques, géographiques, zoologiques, botanistes, etc., ailleurs tout le monde, où, en plus des naturalistes, il y avait toujours des artistes, des dessinateurs, des peintres, dont la tâche était de fournir des images très précises, très exactes, de tout ce qu'on était en train de découvrir, soit les paysages, soit les espèces botaniques, soit les animaux, etc. Alors, dans cet esprit de rigueur dans la description, d'exactitude, je pense qu'on trouve déjà à l'origine d'une certaine idéologie photographique. C'est-à-dire que ce qui arrive après avec les daguerreotypes, c'est justement la façon de donner une réponse automatisée à cette volonté d'une image descriptive absolument précise. Et à mon avis, ce qui arrive après, c'est, si vous voulez, une évolution très cohérente dans cette même interprétation. Aujourd'hui, avec les algorithmes, ou d'une façon précédente, avec l'apparition du numérique, ce qui arrive, c'est que cette accumulation aujourd'hui d'images photographiques, cette massification de patrimoine iconographique va nourrir les algorithmes pour produire un système qui est encore enraciné dans cette vision photographique traditionnelle, qu'à la fois est enraciné dans cette regard de l'illustration du siècle de Lumière, pour fournir des images presque photographiques, pseudo-photographiques, d'une façon beaucoup plus facile. C'est-à-dire que tout l'artisanat, tous les processus un peu compliqués, toute la compétence technique dont on avait besoin, maintenant c'est beaucoup plus simple. Mais à la fin, je vois toute une évolution très cohérente que nous amène à une situation dans laquelle il y a toujours cette regard, cette vision photographique, mais avec une technologie beaucoup plus simplifiée. Et alors, pour moi, ça c'est vraiment un avantage parce qu'on ne renonce à rien. On peut toujours faire des daguerreotypes si on les souhaite. Mais par contre, on peut produire des images d'une façon beaucoup plus simple, plus rapide, plus économique. Et pourtant, on épargne du temps, de l'énergie pour se concentrer sur l'aspect plutôt intellectuel, théorique, spirituel de la création. C'est-à-dire que pour moi, je vois pas, je partage pas cette alarme contre les nouvelles technologies. Je l'avais pas partagé quand les numériques a pris place. J'ai toujours pensé que c'était une façon d'enrichir notre palette, d'enrichir notre répertoire. Parce que je répète, ça va pas tuer ce qui existait déjà. Simplement, ça va nous donner des options, des alternatives qu'on va pouvoir choisir d'utiliser ou pas. Donc, je pense qu'il faut envisager l'avenir avec plein d'optimisme. Et bien sûr, je me déclare peut-être d'une façon naïve un peu un optimiste de ces nouvelles inventions que nous avons, disons, accès, que nous avons à la portée de nos mains. Merci Joanne, j'espère que vous allez pouvoir entendre les invités maintenant parce qu'on a tourné l'écran du coup. Je ne vous vois plus, mais on arrivera quand même à dialoguer, j'espère, avec le meilleur son possible pour vous. Arnaud, je me tourne vers donc le directeur de la capsule au Bourget pour savoir si vous êtes dans cette frayeur, comme on la décrivait avec le texte de Friso en 1994, encore aujourd'hui, ou non? Alors pas du tout. Moi, j'ai absolument peur de rien, donc ça c'est bien. On a fait la dernière expo à la capsule, c'était justement sur l'intelligence artificielle avec Daphné Le Sergent et Shu-Ying Chen, qui sont deux artistes en fait, professeurs de Paris 8. Et donc de travailler sur l'histoire aussi de l'intelligence artificielle et du microprocesseur.
Donc l'histoire aussi taïwanaise par rapport à ça. Donc c'était hyper intéressant. Et puis Daphné Le Sergent qui s'est aussi servi de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire des œuvres, et des œuvres qui étaient aussi mixées, hybridées avec du dessin, avec la modélisation 3D, etc. etc. Donc non, c'est une vraie ressource qui est intéressante. C'est un vrai outil aussi, je pense, pour les photographes. Après, évidemment, il y a toujours cette histoire de droit d'auteur qui est compliquée, mais je pense qu'il va pouvoir se gérer. Voilà, mais je pense que c'est un vrai outil pour beaucoup de gens qui vont faire une vraie évolution aussi pour l'humanité, je pense. Voilà. Premier tour de table avec vous aussi, Patrick Lebescon, éditeur des éditions Filigrane, qui, il y a 34 ans, c'est ça ? 36 ans. 36 ans, a été pour vous un vrai virage, la création de ces éditions, puisque vous étiez photographe-auteur et vous êtes devenu éditeur. Donc est-ce que de nos jours, vous pouvez entrevoir l'avenir du livre, c'est-à-dire finalement comment on va voir ces images à l'heure de l'IA, à l'heure du digital, en comparant avec ce que vous avez vécu il y a 34 ans? Alors oui, peut-être faire un petit rappel d'il y a 30 ans. Donc Filigrane est né en 88. Il y avait très peu d'éditeurs à l'époque. Donc en 94, il y avait peut-être 5 éditeurs spécialisés en photographie. Et aujourd'hui, en France en tout cas, la présence des éditeurs est assez omniprésente. Déjà avec France Photobook, on est 30 membres, on va dire. J'ai fait un peu le calcul rapide, on a une 40aine d'éditeurs en France à éditer de la photographie. Alors c'est vrai que nous, en tant qu'éditeurs, on est dans l'analogique, on fabrique des objets avec un fond, avec des démarches artistiques. Ces démarches, effectivement, elles sont liées avec les technologies. Sauf que pour le livre, même sur un plan technique, c'est vrai qu'en 1994, la présence du numérique a révolutionné aussi le métier de l'imprimeur, de la photogravure, de Photoshop, etc. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, alors c'est pour ça, en 2054, je suis incapable de dire aujourd'hui ce qui se passera au niveau de l'édition. Donc, mais il y a une prolifération d'images, comme disait Joanne, donc de photographes, d'images, de consommation aussi de la photographie. Mais le livre reste quand même un support, je dis bien un support en complément aussi des expositions, sur la durabilité d'un travail et l'existence d'un travail et la diffusion d'un travail. C'est vrai qu'un livre, ça circule, c'est tiré en tant d'exemplaires, même si ce sont des petits tirages, mais l'existence dans le temps, et on peut voir aussi dans l'histoire du livre de photographie, c'est pour ça ce matin je regardais le premier livre de photographie, c'est The Pelcine of Nature de Talbot, donc en 1844. À l'époque, c'était des tirages papier salé qui étaient collés sur des pages, donc on était sur du calotype. Et je trouve que ça a encore du sens aujourd'hui, ces images de l'époque. Et donc, on n'est que des passagers, on va dire, sur Terre, donc avec ce travail d'éditeur qui est aussi considéré comme un travail de passeur entre la création et des lecteurs. Et je trouve que la projection, elle est assez difficile, mais en tout cas, le livre va rester, il me semble, dans le sens de l'objet. Et de plus en plus, aussi, les nouvelles générations sont très attachées à l'édition, au livre, donc au papier et à l'encre, en fait. Alors justement, on va essayer avec vous, Michel Poivert, de se projeter, puisque vous observez de façon assez précise des jeunes photographes, des photographes émergents, comme on les appelle, qui travaillent avec la photographie, avec différentes techniques. Et qu'est-ce que vous pouvez observer dans ce champ aussi large de la photographie aujourd'hui ? Alors effectivement, moi j'observe une partie de la photographie, c'est-à-dire la création photographique qui est plutôt dans le champ de l'art contemporain, on va dire. Donc une petite partie par rapport aux médias et à tout ce qui peut être produit par les images. Mais mécaniquement, effectivement, ce sont les artistes qui ont aujourd'hui 30 ans, qui dans 30 ans auront 60 ans, donc c'est-à-dire qui auront assis leur œuvre et qui seront, j'allais dire, les tenants de l'action, qui auront transmis déjà. Donc on peut observer, voilà, on a un point de départ. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que d'abord,
la temporalité est complètement brouillée aujourd'hui, que dans 30 ans, ça ne veut pas dire la question du progrès nécessairement, ça ne veut pas dire une avancée, ça veut dire un rapport aussi au temps passé, c'est-à-dire ce que j'observe, c'est que il y a aujourd'hui une régénération de la photographie à laquelle personne ne s'attendait il y a 10-15 ans. Tout le monde était sur le problème du numérique, de la technologie qui a été adoptée en fait un peu par tout le monde. Qui s'attendait il y a encore 10 ans à voir des formes expérimentales renouvelées, un intérêt pour une photographie rudimentaire, élémentaire, avec des grands partis pris écosophiques, avec des questions de revisitation des procédés, avec des interactions, avec la question de l'installation, etc. C'était pas encore ça. Je veux dire, on parlait il y a 30 ans, mais il y a 10 ans, la photographie d'art, c'était le tableau. Hein, on était sur du néoclassicisme. On est sorti du néoclassicisme dans la photographie depuis une dizaine d'années, et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, la question de l'obsolescence, elle est profondément ancrée dans les questionnements des photographes contemporains, je crois que ce qui s'est passé de fondamental, pour moi en tant qu'historien, c'est que cette régénération du médium, c'est la prise en compte que la photographie est en train, ou s'est débarrassée, ou s'est distinguée de sa fonction d'image. La photographie est aujourd'hui pensée vraiment par certains comme un médium et non plus comme un média. Et ça a été tout le temps confondu. On parlait des origines de la photographie. Je crois qu'il y a un immense malentendu dans l'invention de la photographie. La photographie a été assignée à devenir un média, mais alors que, en prenant le relais de la gravure par exemple, alors qu'elle peut permettre de faire toute autre chose. Et c'est ça vraiment qui m'intéresse dans ce que je perçois aujourd'hui, c'est comment la photographie, en tant que médium, se régénère, se réinvente. Il y a plein d'inventions qui n'ont pas opéré. Par exemple, on voit le succès de l'anthotypie, c'est-à-dire la photographie végétale. Aujourd'hui, bon, c'est quelque chose qui est connu depuis 1842 et qui n'a pas été porté parce qu'on ne pouvait pas fixer les images. Mais c'était là. Donc on est dans une période où les jeunes artistes sont en train de revisiter et de régénérer un médium, et la photographie n'est pas nécessairement une image. Joan Fontcuberta, comment dans votre travail sur l'image, vous pouvez parler de régénération ou alors de tout à fait autre chose? Je pense à votre travail autour de l'iconophagie. Ce n'est pas une régénération, c'est une absorption des images entre elles. Bon, j'ai plein de choses à dire. Je ne sais pas si je peux construire une réponse. En tout cas, j'aimerais préciser que peut-être il faudrait décider sur quel plan de l'image photographique on va parler. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la culture visuelle in extenso. Et par contre, si on va parler de ce qui est les champs de la photographie artistique, est tout à fait différent. Bien sûr, dans la photographie artistique, il y aura toujours une certaine persistance de procédés, disons, traditionnels. Par exemple, il y a toujours des artistes contemporains qu'on utilise les daguerreotypes. Bon, c'est parfait, pourquoi pas. Mais si on considère la situation de l'usage des images par la société contemporaine, c'est évident que les daguerreotypes n'est que quelque chose absolument marginal. Hein. Et alors, ce qui se passe, c'est un peu pareil avec la photographie telle qu'on l'a connue. C'est-à-dire que la photographie va exister toujours, mais sa fonction, son importance dans la communication, dans l'économie, dans les usages fonctionnels, sera de plus en plus réduite. Alors, ça serait mon hypothèse. Non? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette considération des images at large, in extenso? Je vois en effet que il y a ces phénomènes proposés par ces philosophes brésiliens qui avaient travaillé avec Willem Flusser, qui s'appelle Norval Boitelho Jr.,
qui a publié un essai récemment dont le titre est L'ère de l'iconophagie, comme les images se mangent les unes aux autres. Je pense que c'est une façon de comprendre à quel point nous sommes maintenant. C'est-à-dire que l'anthropophagie, c'est-à-dire les phénomènes ou les rituels des corps qui mangent des corps, a été substitué dans notre actualité, dans notre société, par cette iconophagie, c'est-à-dire des images qui mangent des images. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'un côté, parce que les images arrivent à prendre la place de la réalité. De plus en plus, notre expérience de vie se passe sur l'écran. Il y a une certaine activité humaine, chaque fois plus importante, dans laquelle l'image est protagoniste. Et la politique, l'économie, les rapports sociaux, la création, même les rapports personnels, affectifs, etc. Donc, d'un côté, il y a un rapport avec l'image qui est complètement différent. L'image prend de plus en plus une place beaucoup plus importante. Et de l'autre côté, pour cette idée d'évolution des images. Il n'y a pas des images absolument originaux. Toutes les images ont une dette avec des images précédentes. C'est-à-dire que si on arrive à fouiller en arrière des images, il n'y a aucun mystère, il n'y a qu'une autre image. Et alors, cette idée d'iconophagie explique, je pense, les points dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Il faut tout simplement essayer de retracer le fil de l'histoire, cette fil généalogique. Alors, oui, ça serait, si vous voulez, un critère pour analyser ou pour nous aider à comprendre. Bien sûr, ce n'est pas l'unique, le seul, c'est tout simplement une façon d'enrichir notre façon d'interpréter notre situation actuelle. Merci Joanne, je retourne un petit peu l'ordi pour que vous voyez tout le monde. Vous avez dit, Joanne, la photographie existera toujours. La question qu'on peut se poser à propos du thème de ce débat, 30 ans après, c'est cette photographie pratiquée aujourd'hui par des jeunes photographes qui sont très bien représentés dans les expositions de la Villa Perrochon. Elle existera comment? Selon quels critères? Par exemple, Arnaud Levenès, quand on a parlé au téléphone pour préparer ce débat, vous m'avez un peu raconté le fonctionnement de la capsule avec tous ces photographes qui expérimentent, qui recherchent, qui se servent des expériences passées dans des procédés le plus écologique possible, en pensant à l'avenir de la planète, etc. Est-ce qu'on peut aborder cette chose-là? Alors, donc la capsule, c'est un lieu qui a été monté par moi-même il y a 15 ans. Donc c'est suite à un montage d'association il y a 30 ans. Et donc c'est une association qui a été municipalisée, donc c'est une régie municipale. Et moi j'ai une formation de photographe et l'idée c'était vraiment... je trouvais que le métier de photographe, on travaille tout seul. Moi, j'avais pas trop envie. J'avais envie d'avoir des gens autour de moi et puis de former des équipes aussi. Donc c'est ça qui m'a amené en fait à monter rapidement une association. Et puis au sein du centre culturel, en fait, il y a un commissariat. Il y avait un commissariat et quand la police est partie, j'ai pu récupérer le commissariat et en faire en fait la capsule. Donc c'était plutôt intéressant, mais l'histoire est plutôt rigolote en plus. Et en fait, moi, mon but, c'était de produire, d'avoir des laboratoires, d'avoir des machines, j'adore les machines, et puis de couper, d'apprendre à se servir d'un cutter, de plein de choses comme ça, et donc inviter en fait des photographes, mais c'est pas des photographes, puisque pour moi, c'est plutôt des artistes qui travaillent sur le champ de la photographie. Donc des fois, il y a des gens qui ne savent absolument pas prendre une photographie. Thibaut Brunet ne sait absolument pas prendre une photographie, alors qu'il fait de la photo dans des jeux vidéo. Et donc, c'est tous ces 45 artistes qui sont passés depuis 15 ans, avec deux sortes de formes de résidence, et qui viennent en fait amener des compétences. Alors, ça peut être des compétences de contre-collage, ça peut être des compétences de tirage, ça peut être des compétences de tirage alternatif de photographie. Et puis, évidemment, toutes ces compétences, en fait, elles sont diffuses, elles sont...
entretenues, elles sont, je vais dire, ça rayonne, et puis ça part en rhizome, et puis après, il y a des échanges de compétences, donc tout le monde monte en compétences, et ça c'est plutôt intéressant, sur des procédés en fait qui sont des vieux écrits, des choses qu'on a dénichées, qu'on a ressorties de la photographie archéologique, des techniques de je sais pas quoi, et qui sont réinventées parce que c'est des techniques qui polluent beaucoup. On sait très bien que la photographie a énormément pollué il y a 30 ans, puisque Kodak était quand même la plus grosse entreprise du monde il y a 30 ans, et puis elle en a laissé des traces. Mais comment changer en fait tous ces procédés photographiques, comment les faire évoluer, comment changer la chimie qui est à l'intérieur. Donc c'est presque des travaux de chimie, c'est de la recherche aussi un peu... des espèces de scientifiques, chimistes, on fait des expériences. Pour l'instant, la capsule n'a pas explosé, mais peut-être qu'un jour que oui. Et ce qui se passe, c'est que cette économie, forcément, de faire les choses, ça amène aussi, je vais dire, du confort par rapport aux artistes. Mais ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, donc il y a le tirage qui se fait sur place, l'encadrement, le contre-collage, la scénographie. Et ça a créé en fait une économie qui est plutôt vertueuse, puisqu'en fait on arrive aussi donc à réduire les coûts de production par 7 presque, et donc aussi payer mieux les artistes. Donc ça c'est plutôt intéressant, puisque en fait la rétribution par rapport aux artistes est plus importante par cette économie en fait de moyens, et aussi cet échange de compétences. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir associer en fait les artistes au sein de la capsule. C'est-à-dire qu'à un moment, au bout d'un moment, ils ont des compétences, je les embauche pour qu'ils deviennent des artistes associés vis-à-vis du lieu. Donc en fait, plus on travaille, plus on a cette notion de métier, plus ça crée en fait une économie, et plus en fait on a une dynamique en fait de travail, et qui a vraiment des résultats. Et il y a quelques lieux en fait du réseau Diagonale qui le font. La Villa Perrochon a une partie de tirage que vous faites. Il y a le Cri des Lumières qui le fait aussi avec l'encadrement du tirage du contre-collage, donc qui rétribue plus les artistes grâce à ce système. L'avenir de ça, je pense qu'il est assez vertueux. De toute façon, à un moment, comment on va faire pour diminuer cet impact qu'on a vis-à-vis de la photographie? Ça veut dire qu'à un moment, il y a de la récupération à faire. Comment on récupère les choses? Ça veut dire que récupérer, c'est aussi de l'énergie. Je me suis aperçu qu'à un moment, je voulais récupérer les photographies qui étaient sur des dibons, quoi. Décoller un dibon, ça met à peu près une demi-heure, et qu'en fait, au bout d'un moment, ça fait mal aux doigts, quoi. Donc, 1, ça va, 2, ça va, 3, ça va, mais il y a une limite à tout, et donc c'est quand même assez compliqué. Donc, récupérer, c'est de l'énergie, c'est des postes supplémentaires, donc c'est des vraies questions, en fait, par rapport à ça, de comment, en fait... créer cette virtuosité de la photographie qui est purement un mythe pour moi, parce que de toute façon la photographie est hyper polluante, et je pense qu'elle le restera encore, mais par contre la réduire et essayer de tendre vers ça. Je pense qu'il y a deux jeunes artistes là, qui l'ont fait royalement, qui nous l'ont montré hier, et je pense que c'est hyper intéressant. Il y en a d'autres, et je pense que ce serait intéressant de monter un réseau par rapport à ça, d'essayer d'avoir un vrai échange. Les deux artistes dont vous parlez sont Tao Doué et Adrien Pontet qui sont là, mais peut-être il y aura des questions tout à l'heure. Avant de vous passer la parole, Christine, j'ai une question pour Patrick Lebescon, édition Filigrane. Patrick, est-ce que la demande des photographes ou la création avec un photographe pour faire un livre aujourd'hui est différente d'il y a 30 ans? Et entrevoyez-vous comment elle va évoluer? Vers quoi allez-vous avec la création de ces objets livres? Oui, c'est vrai que c'est toujours la technique qui nous guide. Le premier livre que j'ai publié, j'ai fait des tirages noir et blanc au format réel, parce que Express, InDesign, enfin tous ces logiciels de graphique n'existaient pas. Et ensuite, j'ai acquis un photocopieur. Et là, le photocopieur a été quand même une révolution. Parce que ce photocopieur arrondissait et réduisait, ce qui permettait aussi de travailler les maquettes, les chemins de fer, de façon très analogique. Et quand je travaille avec les photographes aussi sur les chemins de fer, à un moment donné, sur la table, on étale le livre, en fait. C'est-à-dire que le livre se feuillette, d'image après image. C'est comme un film qui se déroule. C'est la mémoire qui fait des redondances avec ce qu'on a vu. Là, le fait d'avoir le livre à plat,
on constitue un peu des partitions, un peu comme une partition de musique, avec des rythmes, des silences. Le placement des images, le jeu aussi de l'image dans la page, le jeu avec les marges, tout ça, ça reste malgré tout. On ne peut pas le faire directement sur l'ordinateur, parce que le livre sur l'ordinateur, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, c'est toujours la même chose. Et là, travailler en direct, je trouve que c'est important, et on apprend et on va un petit peu plus loin aussi dans la construction du propos, pour le dérouler, pour la narration aussi de l'ouvrage en question. Et alors c'est vrai qu'au début, n'ayant pas fait d'école de graphisme ni d'école de quoi que ce soit, hein, j'étais autodidacte déjà en tant que photographe et ensuite en tant qu'éditeur. Donc j'ai appris le métier par la transmission des imprimeurs, enfin des techniciens, etc., des papetiers. Et donc ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que... Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, les éditeurs, que ce soit Delpire ou d'autres, c'était des collections formatées. Chaque livre, physiquement, se ressemblait. Et depuis quelques années, j'ai créé une collection qui s'appelle Hors Collection, et je sors, on va dire, de ces formats, et chaque livre a sa propre forme, sa propre reliure, sa singularité. Et aujourd'hui, c'est devenu très courant, mais quand je faisais des salons du livre et autres, beaucoup de gens m'interpellaient, parce que sur la table, j'avais les ouvrages, mais il n'y avait aucun qui se ressemblait. Et ensuite, ils me disent comment je fais dans ma bibliothèque, parce que bon, il y avait Photopoche, etc. Et je trouve que là, c'était bien de se mettre un pas de côté et de sortir aussi de la tradition, on va dire, de la collection et du formatage imposé. Et un travail, on va dire, une démarche artistique, elle est singulière, et la forme, c'est ça aussi qui a fait un peu l'histoire de Filigrane il y a quelques années, c'est-à-dire on réfléchit à une finalité, à une forme qui soit la continuité du travail. Aujourd'hui, c'est devenu très très courant, mais c'est bien de le rappeler, je pense. Mais vous n'avez pas de demande absolument insensée autour de procédés ou de papiers particuliers parce qu'ils sont plus Si, j'ai commencé des livres par le procédé qui est de la phototypie, en fait. Hein. Oui. Donc c'est un procédé proche de la gravure, sauf que c'est pas une plaque métallique, ni de cuivre, ni de zinc, c'est une plaque de verre avec une couche gélatinée. Et c'est du feuille à feuille comme de la gravure. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pareil, c'était un peu difficile à faire accepter parce que le tirage à côté de l'image, ça n'avait rien à voir. Mais sauf que le livre, avec cette typologie technique, permettait de regarder les images autrement. Et bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire des livres uniques, hein, techniquement, avec les procédés numériques. Et je trouve que peut-être dans 30 ans, effectivement, on va pouvoir faire un seul livre, un seul exemplaire d'un livre, mais qui peut être aussi multiple. Parce que le principe du livre, c'est ça, c'est la multiplicité. Christine, avec un micro si on près. reste sur l'édition, là je sors de ma casquette article du Journal des Arts. Ce qu'on voit, nous, en tant que aussi journalistes par rapport à cette diffusion du livre, même si on a beaucoup de mal aujourd'hui, nous, en parler vraiment dans les médias, c'est vraiment une problématique, mais on assiste à une grande multiplication des formes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes photographes font leur auto-édition de plus en plus, ça a toujours existé dans l'histoire de la photo. On voit la notion de fanzine se diffuser de plus en plus depuis une petite dizaine d'années. On assiste aussi, et c'est aussi important par rapport au musée et dans l'économie de l'édition, à une démultiplication, et tu me donneras, certifieras les chiffres, mais aujourd'hui, les catalogues d'exposition font partie de l'économie d'un éditeur, et je crois que des fois, ça constitue 40 à 50% peut-être de son revenu, mais ça, c'est à toi de me le dire. Mais c'est aussi, dans les années 90, il y a toujours eu, enfin toujours, mais de manière assez régulière, une exposition était accompagnée souvent d'un ouvrage, mais ce n'était pas systématique. Si on prend aujourd'hui, toutes les institutions s'accompagnent de livres, de catalogues, mais ce qui ne s'appelle plus des catalogues, parce que quand on regarde effectivement ces livres, ils sont bien plus riches que, au niveau des textes, que l'exposition, parce qu'ils sont le moyen
et ça, Michel, peut-être tu pourras me le dire par rapport à toi, ta propre expérience d'auteur pour ces livres, de faire passer des recherches qu'ils ont menées et qui peuvent le faire dans des revues peut-être plus spécialisées, mais c'est une manière de les diffusion plus grand public. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une qualité d'édition à tous les niveaux, et notamment sur ces catalogues d'exposition qui sont des catalogues d'histoire de la photo qui resteront dans 30 ans. Est-ce que dans 30 ans, il y aura ce même mouvement? Je pense que peut-être qu'on sera passé plus au numérique, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des textes de plus en plus par Internet, accessibles, et qui ne sont pas forcément l'objet d'un livre, parce que c'est une économie, le papier coûte de plus en plus cher. Il y a de moins en moins de mécénat. Voilà. C'était juste ma précision sur l'édition, parce que je pense que pour le travail d'un photographe, c'est quand même un vecteur très important. Mais gardez le micro une seconde, Christine Coste. Vous reprenez la casquette de journaliste et on va parler justement du regard critique dans les médias sur la photographie. On ne sait pas s'il existe encore. Il existe grâce à vous, en particulier dans le Journal des Arts, mais les critiques ont de moins en moins de place dans la presse écrite, peut-être sur Internet, oui. Mais est-ce que cette place va évoluer ? Alors selon vous? Je suis très sceptique, mais ça va appartenir, mais comme l'histoire de la photo, comme sa diffusion, sa monstration, et on le voit à Niort, parce que vous fêtez les 30 ans, c'est parce que c'est une personne, une équipe derrière qui y croit, qui s'investit. C'est des visions. C'est des visions qui sont portées par des hommes et par des femmes. Donc, si vous n'avez pas de vision, ben à un moment donné, ça va s'éteindre. Mais dans toute l'histoire de la photo, et on en parlait tout à l'heure avec Michel, sur des gens qui ont complètement disparu du spectre, qui ont été des gens très importants dans l'émergence, dans le soutien, etc., qui ont disparu parce que voilà. Mais nous, en tant que critiques, moi je considère plus que journaliste, c'est une portion qui, aujourd'hui, c'est d'une tristesse infinie. Parce qu'il n'y a pas de rédaction en chef, je vais me faire tuer par ma rédaction en chef, mais la portion congrue à la photo. Mais nous, attention, le Journal des Arts et l'Œil, nous ne sommes pas un journal de photographie. Nous sommes des journaux sur l'art. Donc aujourd'hui, la place est chère parce que les arts, c'est plus que la peinture, c'est pas que la sculpture, c'est aussi les installations, c'est le film, c'est la photo, c'est la BD. Donc aujourd'hui, il y a quand même une démultiplication de création. Donc voilà, il faut tenir. Donc on se bat pour avoir sa place. Mais au niveau de ce que je vois, c'est la place qui se réduit de plus en plus pour l'analyse critique, pour l'enquête. L'enquête. Moi, je viens du journalisme d'investigation et plutôt dans l'économie, dans le reportage terrain, etc. Donc, je suis arrivée sur ce type de presse d'art il y a une douzaine d'années. Et il n'y a pas cette tradition d'enquête comme on peut l'avoir en économie, en politique, sur les structures, sur les nominations, sur... Voilà. C'est pas une culture. Et il n'y a pas de... Je pense que c'est un état d'esprit. Il suffit, mais on le voit dans les journaux. Vous prenez Mediapart, vous prenez... C'est des rédactions en chef, c'est des gens qui pensent l'actualité, l'importance, et je pense qu'il y a une actualité très importante en art, parce que la photo, elle dit beaucoup de choses, comme le cinéma, et qu'on peut le voir, voilà, de mille et une façons. Non, malheureusement, je suis très sceptique, effectivement, et après, il suffit d'un homme et d'une femme, hein, à la tête d'un... Je pense toujours que le papier restera, ça j'en suis convaincue. Voilà. Mais en même temps, ça va de pair avec la photographie qui a de moins en moins de place en tant que iconographie dans les journaux, dans la presse écrite. Oui, et puis on le voit avec des journaux en même temps. Il y a des journaux, on prend Libération ou Le Monde, si on prend que des quotidiens, hein, ou c'est quand même des journaux qui mènent encore une politique. Par exemple, Le Monde, qui n'avait pas de politique photo, même je pense dans les années 80, cette politique photo, elle apparaît, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait me dire ça, mais dans Le Monde, ça apparaît peut-être dans les années 2000, cette politique photo avec une nouvelle maquette, etc. Donc c'est récent, mais ça veut dire que c'est aussi un budget. On le voit avec la guerre d'Ukraine. Hein. Ils ont envoyé des gens sur le terrain, même Libé, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience politique. Mais après, peut-être, on voit Paris Match, on voit d'autres magazines qui se sont complètement... Alors, nous, on parle, je pense, en tant que Parisien, mais je pense qu'il y a aussi toute la presse locale, hein, qui est quand même hyper importante, et que, voilà, par rapport... bon, moi, je prends ma casquette réseau diagonale maintenant, qui est quand même 29 lieux sur la France, avec 3 lieux qui sont que en Île-de-France, le reste en province, hein. Est-ce que vous avez de la presse à chaque fois que vous faites des expos, monsieur Patrick ?
sur la ville. Le journal municipal, je pense, parle à chaque fois d'une exposition, de vos expositions. Je pense que les journaux locaux, en fait, vont en parler à chaque fois. Nous, on est un peu noyés, en fait, en tant que Parisiens, dans toute cette amas qui est quand même culturel de ce Paris, quand même hyper culturel, quoi. Je sens bien que c'est difficile de parler de l'avenir, en fait. On retrouve le défaut du constat, en fait. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Quand j'entends Christine qui dit « je suis persuadé que le papier reste », je fais le pont avec la presse locale. La presse locale a des difficultés sur le papier, les journaux papier. Plus ça va, plus c'est les journaux qui sont en ligne. Donc ça modifie quand même les choses. Et je voulais peut-être juste mettre un pavé, parce que je trouve que, voilà, c'est le constat que je fais, c'est compliqué de parler, de se projeter. Alors plutôt que de se projeter, j'aurais envie de vous demander, qu'est-ce que vous souhaitez en fait? Qu'est-ce que vous voulez en fait? C'était ma question suivante à Michel Poivert notamment. Eh bien merci Et à Patrick. Johan Merci Fontcuberta. Patrick. Je suis désolé Brigitte. Merci Patrick d'avoir jeté ce pavé dans la Sèvre? Non. Michel, alors, que souhaitent les photographes d'aujourd'hui qui auront 60 ans dans 30 ans? Alors, je parlerai certainement pas à leur place, mais oui, ce qu'on peut souhaiter. Alors bon, moi je suis pas très à l'aise dans ce débat parce que je le redis, je ne travaille pas sur les images, je travaille. Johan a très bien dit de quoi on parle. Hein. Moi je parle pas de culture visuelle, c'est pas mon objet. Je travaille sur la place des créateurs dans le champ de la création photographique. Voilà. Bon. Donc je ne suis pas compétent pour toutes ces questions-là. Voilà, qu'est-ce que je leur souhaite? Qu'est-ce que je leur souhaite? Oui. Ben, moi, je pense que la philosophie qui est en train de se dégager autour du médium photographique, je précise que je parle de photographie comme certains parlent de gravure et je ne parle pas des images qui m'intéressent de moins en moins. Et ce que je vois, c'est effectivement la naissance d'un nouveau profil d'artistes qu'on appelle les artistes chercheurs, c'est-à-dire des gens qui programment une pensée sociale, politique, esthétique autour de la question, non pas de l'image nécessairement, peut-être aussi, mais pas que, mais sur la question de l'écologie, la question de l'organisation sociale, etc. Donc moi je pense qu'il y a de la pensée au travail aujourd'hui dans la photographie et autour du médium photographique, il y a une pensée du temps qui m'intéresse énormément, il y a une pensée de l'obsolescence. Et souvent, il y a quelqu'un qui va se lever en disant « les procédés anciens, monsieur, tout ça c'est vieux ». Non, stop. Descendez dans la rue, allez interpeller celui qui fait du vélo et dites-lui « mais pourquoi tu ne fais pas du SUV ?» Non. Il y a un moment où la pensée du médium, dans ce qu'elle peut avoir de pensée matérielle, nous met en situation politique de penser le temps. Et la photographie, plus que beaucoup d'autres médiums aujourd'hui, permet de le faire. Voilà, c'est ça qui m'intéresse et je pense qu'il y a de la pensée politique dans le travail du médium photographique, beaucoup plus qu'aujourd'hui dans l'architecture. Je pense qu'il y en a dans la musique depuis très longtemps et qu'il se passe des choses autour du vinyle depuis 25 ans qui sont profondément intéressantes. Et donc, c'est ça qui m'intéresse et c'est cette mission que j'ai envie de voir opérer et accompagner autant que je puisse le faire les artistes photographes aujourd'hui. Les accompagner de quelle façon? Les accompagner avec un bouquin comme Contre-culture dans la photographie, c'est donner une place à quelque chose qui n'en avait pas. Vous savez, moi, le plus beau remerciement que je n'aurais jamais et que j'ai eu à plusieurs reprises autour de ce bouquin, c'est des gens qui sont venus me voir, qui pouvaient avoir 40, 50 ou 60 ans, qui m'ont dit merci parce que tout le monde me disait que c'était pas pour eux, c'était pas pour eux. Et enfin, il y a un espace que moi j'ai appelé Contre-culture, mais on peut l'appeler autrement, qui est justement de ne pas penser la photographie uniquement comme une fonction image, mais comme une fonction pensée. Merci Michel. On va célébrer la question de Patrick. Que souhaitez-vous? De faire des petites capsules. Non, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que forcément, au réseau Diagonale, c'est qu'il y ait de plus en plus de lieux qui soient sur les territoires et que la photographie soit de plus en plus diffuse sur les territoires. Ça, c'est évident. Je pense que c'était Pascal Bos qui disait ça. Et voilà, d'avoir de plus en plus de... Pour moi, c'est pas les gros lieux, parce que les gros lieux, il y en a pas énormément déjà en France, mais ils sont tous à Paris. Mais en province, il en faut de plus en plus.
Donc, et aussi, pour moi, c'est des lieux qui sont en autoproduction et aussi de pouvoir bien payer les artistes, forcément, qui viennent, et que ce soit d'une façon confortable aussi. Patrick, petit tour de table. Ensuite, Oui. Joanne, on vous posera la même question, d'accord? Vous m'entendez, Joanne? Oui, oui, oui. Alors, Patrick. c'est une question toujours un peu compliquée. Non, je pense que là, le décloisonnement est en train de se faire aussi entre les arts, c'est-à-dire les photographes, on dit des photographes, mais aussi des artistes, parce qu'ils ont aussi la possibilité d'accéder à plusieurs outils d'expression artistique, que ce soit la musique, que ce soit enfin, tous les domaines. Et cette transversalité, c'est vrai que la photographie, c'est la photographie, l'architecture, c'est la photo. Et dans les écoles, le décloisonnement n'existe pas encore, mais est en train de se faire. Et je trouve que cette transversalité, comme les anglo-saxons, ils peuvent être musiciens, chanteurs, photographes, ils malaxent, on va dire, un certain nombre de choses qu'ils assemblent et qui donnent un objet différent. Voilà peut-être une piste que... Oui, c'est une bonne piste, d'autant plus qu'ici, il y a une artiste qui a mélangé différents arts, l'art du vitrail avec l'art de la photographie. Oui, c'est avec aussi des métiers de tradition, quelque part. C'est qui Marine sont en train de revenir. C'est bien ça? Violaine. Mais oui, j'ai un petit problème avec tous les prénoms. Désolée. Christine. Ah, je pensais que c'était Joanne. Ah oui, pardon, Joanne. J'aimerais Ben bien voilà. que ce soit Joanne avant. Et moi, je... La douleur de la visio. Je reprendrai les mots de Michel. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a exprimé. Et si je peux ajouter quelque chose comme synthèse, de dire que comme photographe moi-même, je souhaite, et j'espère que les photographes émergentes souhaitent aussi, c'est de penser l'image et penser avec l'image. Mais penser quoi? Et alors, c'est ça, il faut inscrire notre pensée dans les problématiques contemporaines qui sont percutantes, comme Michel a évoqué, l'écologie, le féminisme, la politique, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans des ghettos qui, disons, s'obsèdent. Il y a une obsession pour la recherche strictement esthétique ou les plaisirs sensuels, les matériaux, c'est-à-dire une création enfermée, autoréférentielle, mais toutes les contre elles, essayer de projeter les conséquences et l'intensité de notre moyenne photographique sur les problématiques qui sont à ce moment à la base de notre débat, qui nous intéressent, qui sont vraiment importantes pour nous. Voilà. Merci Joanne. Christine Coste, est-ce qu'on peut remettre dans une perspective historique ou cette question, pour vous, elle est facile pour y trouver une réponse? Non, elle n'est pas facile, mais je pense que je vais adhérer de manière très consensuelle, mais aussi à tout ce qui vient de se dire en conclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut souhaiter que les décloisonnements, la liberté de créer, encore parce qu'on peut s'interroger dans 30 ans, est-ce qu'on aura la liberté de créer? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même certaines problématiques qui se posent d'ores et déjà sur l'autocensure. On n'a pas abordé cette question-là, mais elle est très importante. Le débat, hein. Vous parlez de conclure, mais ça n'est pas fini. Donc, quand on parlait de la place dans la presse, on aborde aussi la place de l'information, du traitement, comment on traite l'information, comment on traite ce que l'on voit, ce que l'on entend. Et quand même, ce qui est un petit peu inquiétant aujourd'hui, cette autocensure de certaines institutions elles-mêmes, et pas forcément, et c'est là où on en revient, et moi je souhaite vraiment ce décloisonnement entre Paris, on est vraiment encore dans ce Paris et la région, ça ne veut plus rien dire, et c'est là où effectivement un travail comme Diagonale, mais je pense aussi au centre d'art de DCA, c'est une direction qui centralise un certain nombre de centres d'art en France. C'est très important qu'il y ait un dialogue dans ces institutions. Moi je dirais presque qu'il y ait peut-être aujourd'hui même un manifeste, que ce ne soit pas un ministère qui édicte certaines lois ou certains partis politiques, parce que moi la crainte, c'est que je me dis dans 30 ans, les années 90, on était, je crois, alors ça serait intéressant de voir, je ne me souviens plus trop les années politiques, mais il me semble que c'était Chirac et
Chirac et Jospin, enfin, c'était une époque de cohabitation, mais des cohabitations qui étaient... Chirac et Jospin, ça a été assez exemplaire par rapport à la répartition président-premier ministre. Aujourd'hui, on voit très bien comment... Je suis désolée, ça ne va pas devenir une plateforme politique, mais je pense que dans 30 ans, là, dans les 30 années qui vont venir, en France, on va bien voir ce qui va se passer au niveau politique. Et en 30 ans, est-ce que le ministère de la Culture existera ? Est-ce qu'il existera sous cette forme-là ? Est-ce que les centres d'art comme tels qui sont aujourd'hui existeront ? Je serais curieuse de voir la durée de vie d'un centre d'art. Vous avez 30 ans. Il me semble que le plus vieux qui puisse exister, mais ça serait à vérifier, c'est 40 ans. Après, il y a des centres d'art qui sont passés comme des musées. Après, il y a des évolutions structurelles. Mais moi, je suis plus inquiète sur une évolution politique, des conflits. On n'est pas à l'abri d'un conflit. Je ne suis pas là pour faire... Mais il faut remettre aussi la place de la photographie dans un contexte géopolitique, géoéconomique, parce que c'est aussi une économie... On est en plein dans une transformation de l'économie libérale. Donc, voilà, c'est... C'est intéressant, bien sûr. On peut parler aussi de... tu as parlé de censure, vous avez parlé de censure, mais on peut aussi parler de nouvelles normes qui seront, on en a parlé, dans les appels à projets. Est-ce que ces centres d'art qui existent aujourd'hui pourront toujours y répondre ? Est-ce qu'il y aura la même liberté qu'aujourd'hui pour imprimer, pour faire paraître ? On avait parlé justement dans 30 ans, est-ce qu'on sera capable d'avoir encore des supports pour pouvoir imprimer nos photos, et qui choisira, qui sera dans le jury, non pas pour faire des résidences, mais pour choisir les photos qui sont imprimées. Voilà, donc ça c'est une question que je me suis posée et qui est tout de suite venue dans mon idée. Il y a 2 ans, enfin je reviens sur cette histoire-là parce qu'elle est plutôt rigolote, c'est qu'il y a 2 ans j'ai une écrivaine qui s'appelle Colombe Bonsen qui m'envoie un mail et qui me dit moi j'aimerais bien venir en résidence à la Capsule, donc je l'appelle parce que moi j'écris pas beaucoup, je suis assez nul à l'écrit, et je l'appelle et je lui dis non mais il en est hors de question, moi je prends pas du tout d'écrivains, c'est que des photographes qui viennent. Et donc, je la prends quand même en rendez-vous et je lui dis, écoute, la Capsule va certainement disparaître bientôt. J'aimerais bien faire des interviews en fait de tous les photographes qui sont passés, donc 45 photographes, et puis voilà, de faire un espèce de catalogue, et puis tu racontes ce que tu veux, tu racontes l'histoire que tu veux, tu fais une fiction. Donc elle a bossé pendant 1 an et demi à faire tous ces interviews. Et puis il y a 3 mois, elle est venue avec son histoire. Donc c'est une petite nouvelle qui sera certainement en podcast en plus. Et son histoire, c'est dans 200 ans, la photographie n'existe plus. Il y a un lieu dissident qui est un peu en banlieue, qui s'appelle la Capsule, et elle se retrouve avec un dossier où elle doit faire en fait une enquête. Et il y a 2 lascars, il y a 2 gars qui continuent à faire de la photo, voilà, sur des papiers avec des tirages bizarres. Et donc elle raconte toute cette histoire-là. Et c'est plutôt rigolo d'avoir 2 vieux dinosaures là, dans 200 ans, avec une ville qui est complètement en ruine, où tout est sectorisé, tout est... voilà, c'est une histoire complètement dystopique. L'histoire n'est pas encore écrite complètement, on doit la reprendre. Mais normalement, ça va sortir pour les 200 ans de la photographie, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir la raconter comme ça. J'aimerais, avant de donner peut-être la parole à vous et surtout aux 9 artistes qui sont en ce moment dans la salle et qui sont exposés pour ces rencontres, j'aimerais juste évoquer avec vous, Joanne, cette chose qu'on a vue en gros titre dans les journaux, les dangers de l'IA, manipulation. Comment vous travaillez avec cette formule ? Est-ce que vous les vivez déjà, les dangers de l'intelligence artificielle, Joanne ? Pour moi, la situation présente va nous éclaircir sur un problème qu'on n'a jamais bien abordé. C'est-à-dire que, à mon avis, ce n'est pas un problème qu'aujourd'hui des images algorithmiques qui ressemblent à la photographie pourraient nous tromper sur l'évidence des événements. Pour moi, ça allume la dimension naïve dans laquelle nous étions installés jusqu'au présent. C'est-à-dire que
toute image est une illusion, c'est un reflet un peu symbolique de la réalité, mais il faut beaucoup d'efforts intellectuels pour l'interpréter. Donc, la situation de cette génération de nouvelles images technologiques qui se confondent avec la photographie, bon, bien sûr, il y a des dangers, mais aussi, elles vont soulever un certain esprit critique. Donc, à mon avis, les bilans sera tout à fait positif. Hein. Mais peut-être ça va ressembler à une attitude cynique à mes collègues documentaires ou photojournalistes. Mais du point de vue d'une certaine épistémologie, une certaine c'est pas sémiotique, je pense que ces mélanges d'images nous pousser à une analyse beaucoup plus fine, plus je dirais, plus cohérente sur la puissance et les effets des images et sa nature, leur nature. Hein. Merci Joanne. Vous allez, j'espère, pouvoir entrevoir, apercevoir les photographes qui vont venir ici prendre un micro et dire un peu, ça c'était pas prévu, mais bon, vous avez la parole facile, donc voilà. Dans ce contexte actuel, comment vous envisagez la photographie dans ces 30 ans à venir, 30 ans après? De quoi avez-vous envie? On reprend la formule de Michel. Que voulez-vous avec la photographie? Je vois que vous êtes... Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Sans peut-être vous lever, mais en tout cas, je vais tourner l'ordi pour que Joanne voit. Je pense que vous avez plein de choses à dire, parce que ce que vient d'évoquer Michel Poivert et Joanne sur la notion de la pensée plutôt que de la photographie, vous en êtes un exemple sur ce que vous proposez. Vous avez davantage exposé une forme et une pensée que plutôt d'exposer de la photographie au sens propre du terme. Alice, t'en es un des exemples, mais je pense à Tao et Adrien, aux formes, enfin toutes Violaine, et toutes, tout le monde, oui. Tout le monde, quoi. Donc vous avez forcément un truc à dire. Mais cela dit, on attend... Ah voilà, Alice, oui, très bien. Et Si pour que Joanne... Est-ce que vous voyez Alice, Joanne? Oui, très bien. Très bien. Non, moi, ce que je dirais par rapport à tout ce qui a été dit, c'est que ma vision de la photographie dans 30 ans, je ne parlerai pas forcément de photographie, en fait. Je parlerai plutôt d'une expérience qui devrait être forcément plus écologique, parce qu'on sera dans une crise environnementale énorme. Donc, à mon sens, cela va forcément amener à une expérimentation parce que à des processus qui doivent être plus écologiques. Et donc, ma question aussi par rapport à votre discussion et en voyant les travaux des autres artistes avec qui on a pu justement échanger toute la semaine, c'est est-ce qu'il y aura une sorte de scission entre justement un retour à quelque chose de plus artisanal, d'assez expérimental, et une domination technologique. Et en fait, je retrouve cette scission dans la programmation, avec des liens, évidemment, des échanges, et je trouve ça assez intéressant. Mais ce serait une question que je me poserais aujourd'hui. Et par rapport à mon travail, je dirais que, voilà, moi, je pense que la photographie va aussi être un vecteur de certaines recherches scientifiques, et justement, oui, par un médium qui devient de plus en plus expérimental, et une photographie extrêmement décloisonnée. Merci Alice. La scission existait au sein des 9 artistes, c'est cela? Et en même temps, un échange, c'est cela? Oui, après, parler de scission, c'est peut-être un peu fort. Oui. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve qu'on retrouve vraiment dans la programmation, en effet, le rapport à l'intelligence artificielle, et puis le rapport à des procédés, oui, plus artisanat. Donc parler de scission, c'est vrai que le mot scission est peut-être pas très bien choisi, mais en tout cas, oui, moi je retrouve 2 approches quand même assez différentes pour la question 30 ans après, pour l'interrogation. 2 axes. 2 axes, voilà, exactement. Merci. Quelqu'un veut répondre?
Prenez un Pensez micro. à la discussion au niveau économique et politique sur la notion de décroissance aussi. C'est-à-dire que c'est une notion qu'on n'a pas du tout introduite encore pour l'instant, mais je pense qu'elle se pose dans votre génération beaucoup plus, avec des partis pris effectivement effectifs. Comment, par exemple, c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que les travaux que vous êtes en train de mener, vous imaginez de les éditer? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, ça passe tout de suite par le livre? Par le livre, oui. Donc, parce qu'aussi aujourd'hui, on voit qu'on est à une accélération de choses, production de livres, production d'expos, production de... Or, j'entends dans certains discours que vous avez tenus, c'est que vous êtes dans cette logique aussi, mais générationnelle, et pas que générationnelle, parce que cette décroissance, elle est portée par des penseurs comme, bon, je ne vais pas les nommer ici, mais donc c'est quand même dans l'air du temps, et cette notion de décroissance, elle existait, elle était très timide dès les années 60-70, c'est quelque chose même les années 80, mais aujourd'hui, vous la portez finalement de manière très différente selon les médiums, selon les métiers, etc. Ce qui est intéressant dans le travail d'Alice, par exemple, ce qui est pour le public, je fais partie du public, je ne suis pas photographe, c'est de vivre l'expérience. Et c'est vrai que c'est de la vivre, c'est d'être en face ces bacs avec ces algues maudites qui sont en train de manger la pellicule. Hein. Il s'agit de ça, Joanne. Oui. Et on se demande on se demande si le livre est utile dans ce cas-là. Pour moi, le livre serait utile parce qu'une exposition, on la vit pleinement, mais on ne peut pas la reproduire une fois qu'elle est terminée. On passe à une autre exposition, dans le meilleur des cas, mais une exposition, c'est une expérience unique. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec le livre, là, j'ai édité un livre avec Area Books. Michel a d'ailleurs écrit un texte qui est une fable écosophique à propos de tout ça. Et en fait, pour moi, l'enjeu, ce serait justement de réussir à faire vivre l'expérience de l'exposition à travers un livre. Alors, elle est forcément différente, mais trouver justement des solutions, des expérimentations qui permettent, oui, de faire vivre le même type d'expérience. Ouais. D'où l'idée que dans 30 ans, ou dans les 30 ans à venir, Patrick, vous allez vous retrouver avec des propositions différentes, innovantes. Oui, il y a déjà des propositions différentes. Donc, mais oui, le livre est un peu le recueil aussi d'une démarche qui est finalisée, on va dire. Donc, avec les textes, et l'histoire, elle reste, l'exposition reste éphémère. Non, ensuite, ma question d'éditeur, ma question de passeur entre la création et les lecteurs, c'est trouver les lecteurs aujourd'hui, parce que le livre, c'est quand même un marché. Donc, soit on offre les livres, soit on les fait circuler dans des circuits. Et aujourd'hui, c'est la profusion qui fait que ma question aujourd'hui, c'est ça, comment on va faire exister des livres, des nouveaux travaux en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a quand même pas mal de librairies et les circuits de diffusion et les rouages fonctionnent plutôt bien. Mais voilà, on est, je ne sais plus combien d'éditeurs, il n'y a qu'à voir à Arles, il y a plus de 700 livres qui sont envoyés rien que pour le prix du livre, donc au niveau international. Donc, en tout cas, les livres vont circuler quoi qu'il en soit. Sauf qu'on est plutôt dans la culture de la rareté. Parce que c'est vrai qu'à une époque, on tirait les livres à des tirages importants et ensuite on les pilonne. Donc aujourd'hui, on est très homéopathique dans la façon de faire des livres et on les tire à 50 exemplaires, 100 exemplaires, 200 exemplaires. On trouve ces lecteurs-là et l'histoire, elle est dans la diffusion du livre. Et le livre, de toute façon, va circuler par ailleurs en dehors des circuits commerciaux. Merci Patrick. J'aimerais bien que Tao, Doué, Adrien Ponté, vous nous parliez un peu de... Alors on va retourner. Il n'arrête pas de gigoter, Joanne, mais... Voilà. Vous prenez un micro, allez-y. Mais sur l'ensemble, sur où serez-vous dans 30 ans? Avec quelle technique allez-vous travailler? Où ce projet que vous avez créé là pour la Villa Perrochon va vous entraîner? Déjà, j'aurais bien aimé commencer par dire que je trouvais extrêmement réjouissant les propos de Michel tout à l'heure. Enfin, en fait, vos propos sur la nécessité aujourd'hui de prendre à bras-le-corps certaines problématiques socio-politiques et environnementales à travers nos projets. Nous, on a quand même une chance énorme cette année, l'édition spéciale des 30 ans des résidences. Enfin, on a quand même une grosse bourse.
On a eu quand même de l'argent qu'on s'est partagé, Tao et moi, n'est-ce pas, mais qui nous a quand même permis d'avoir du temps et un espace assez incroyable pour faire ce qu'on fait. Il faudrait rappeler que cet espace, on essaye aussi de le mettre à disposition, enfin, de s'en servir comme vecteur pour nos pensées politiques, quoi. Et voilà, je trouvais juste très réjouissant. Et je voulais juste rebondir aussi sur la question de la scission. Je trouve que c'est quand même le choix qu'a fait la Commission et Patrick pour cette année de la résidence, c'est quand même un panel assez large et assez extraordinaire de ce qui se fait aujourd'hui en termes de croisement d'écriture. Et on en a des exemples assez extraordinaires. Je pense notamment à l'exposition de Soumi qui m'a beaucoup marqué sur les croisements d'écriture formelle. Mais bon, en fait, c'est un peu le cas de tous, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais du coup, je ne sais plus ce à quoi il faut répondre. Dans 30 ans, après. Je ne vais pas répondre à la question non plus, mais j'aimerais revenir sur quelque chose qu'a dit Arnaud tout à l'heure. Quand tu parlais du Dibon et tu vois une image, 2 images, 3 images et puis on s'abîme les doigts. À travers le travail qu'on a réalisé ici, il y a quelque chose qu'on a souligné assez rapidement et qui est très important. C'est que, et vous parliez de décroissance tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que quand on rentre dans un nouveau mode de fonctionnement du travail de la photographie et notamment de la dépollution, de la décontamination, de l'écologie, il faut produire moins. On est obligé de passer par une production amoindrie. Là, on vous a présenté beaucoup trop d'images, ça a été trop de travail. On a travaillé dans une salle de bain de 15 mètres carrés dans mon appartement. Enfin, c'est pas viable en fait. Bon, parce que j'ai pas de laboratoire, mais en soi, il faut passer par une production amoindrie et il faut tout réduire en fait. Et voilà, ça répond aussi à ta question des Dibons. Si t'en as que 3, c'est mieux, plutôt que 30. Et ça fait aussi un rebond. Plus de 10 bons peut-être, ouais. Ouais. Mais ça fait aussi un rebond à ce que tu disais, Arnaud, par rapport à la question de l'autoproduction. Je pense que la démarche artisanale, quand même on veuille garder des lieux avec quand même une certaine ampleur, toi tu me semble tu fais 3 expos par an, d'avoir une production quand même assez importante. La question de l'autoproduction et de la question de l'autogestion, d'avoir des espaces autogérés où les gens ont des compétences, qu'on soit capable de ne plus externaliser à chaque fois les process, de plus faire appel au labo industriel. En fait, vous en avez pas parlé. On n'a pas du tout parlé de la société industrielle. On se pose la question des 30 ans de l'avenir de la photographie. Mais je pense qu'une des réflexions fondamentales, c'est celle de notre rapport au monde industriel et à son effondrement et à ses écroulements, à la question des ressources. Et donc la question de l'autoproduction, d'avoir des lieux autogérés, c'est une question fondamentale pour l'avenir de la photographie. Pas que de la photographie, de toutes les formes de création et pas que artistique, aussi purement intellectuelle. Mais on ne peut pas tout aborder en 1h30, mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre exposition, vous abordez, au travers de la firme Kodak, ces problèmes de désindustrialisation et avec vos procédés. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Je voudrais repartir sur cette question de 30 ans après, avec vous qui êtes là, qui êtes les artistes de cette édition, si quelqu'un veut parler. Et puis aussi, si vous, dans le public, vous avez une question à l'un de nos invités, ou à Joanne, qui entend très bien maintenant, tout le monde, est-ce que vous avez une précision, une question, une intervention ? Violaine qui est donc... dans son exposition. Je me permets de rebondir sur leurs propos. Ça, c'est de la réduction. C'est leur tirage. C'est le format des tirages. Voilà, je vous le redonne. Violaine. Faut venir par ici pour que Joanne puisse te voir. Te voir. C'était juste pour une simple question en fait. Moi je me posais la question aujourd'hui de est-ce que justement il faut se questionner sur qu'est-ce que sera la photographie dans 30 ans. Est-ce qu'il sera toujours intéressant de parler de photographie ou justement en effet de parler d'image au sens large ou de visuel au sens large. Et justement je rebondis sur tes propos quand tu parlais de décloisonnement des arts. Et voilà, et en fait c'est vrai que
est-ce que justement ce sujet-là sera toujours un réel sujet dans 30 ans? Alors pour cette question, image ou photographie, c'est cela? Deux personnalités vont répondre. D'abord Michel Poivert et ensuite Joan Fontcuberta. Alors c'est vrai que l'exercice messianique est toujours compliqué. Alors le discours sur la fusion de la photographie dans le monde des images, c'est un discours donc qui a été établi au milieu des années 1990 à l'appui du discours sur la mort de la photographie. Donc vous avez quantité de critiques qui se sont projetées, donc il y a 30 ans, en disant ben voilà, la culture numérique est en train de s'établir, la photographie d'un point de vue industriel, d'un point de vue esthétique, l'empreinte c'est terminé, la photographie entre dans l'ère des images. Vous prenez tout, art presse, etc. Bon. Donc on est déjà dans cette histoire de la fusion du photographique dans les images. Moi je suis historien, je regarde les objets, je travaille plutôt sur le présent depuis une vingtaine d'années et j'observe que c'est pas ça qui s'est passé. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu une dissociation justement. Et on voit bien aujourd'hui, de toute façon on n'arrive pas aujourd'hui à parler de photographie sans parler d'image. La photographie serait devenue une image, ou les images seraient de la photographie. Mais une image peut être une photographie, mais la photographie peut ne pas être une image. C'est fondamental. Pensez à la question, moi je prends toujours l'exemple de la gravure. Voilà, vous allez voir une exposition de gravure, vous ne commencez pas en disant « Oh, quel beau paysage, quelle belle gravure, qu'est-ce qu'elle est intéressante, qu'est-ce qui s'est passé là, dans ce matériau, dans cette pensée, dans ce travail ?» Bon, il est en train de se passer avec la photographie quelque chose d'inattendu qui est la nécessité dans sa pensée de se distinguer des images. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des images qui auront des hybridations de toutes les techniques possibles et imaginables. Mais ce que vous nous montrez dans l'exposition, ce ne sont pas des images. Non, je suis désolé, ce ne sont pas des images, ce sont des objets de création qui contiennent des petits morceaux d'images, si on veut, mais qui sont avant tout des dispositifs lumineux de création que vous avez inventés. Donc, pour moi, c'est l'exemple typique. Vous êtes dans une exposition, dans une structure qui présente la création photographique la plus contemporaine, mais vous ne montrez pas d'image. Donc, pour moi, vous êtes un emblème aussi de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la photographie, elle est complètement élargie, mais précisément, elle explore là où elle n'est pas une image. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est presque une dialectique très intéressante et historiquement très intéressante. Merci. Joan, voulez-vous parler de ajouter quelques idées à ce que Michel vient d'apporter. Il y a une question, c'est comment classer les images, c'est-à-dire comment on va établir des catégories pour définir la nature de chaque sorte d'image. Et pour répondre, il faudrait maîtriser qu'est-ce que c'est exactement la nature de chaque procédé de production d'image. Par exemple, c'est quoi la photographie? Et je pense que ça, c'est un débat que n'a pas une solution. Parce que est-ce qu'on va favoriser un critère technologique, c'est-à-dire la photographie est quelque chose produit avec la lumière, des émulsions photosensibles, un appareil photo, etc., tout un outillage que d'une façon traditionnelle on considère l'image photographique comme résultat. Est-ce qu'on va favoriser un critère plutôt fonctionnel? La photographie, c'est quelque chose, un outil, un aide-mémoire, un certificat de vérité à partir de toutes les valeurs donc l'histoire a fourni, a bâti une certaine utilisation de la photographie. Est-ce qu'on considère la photographie comme une culture de vision? La photographie a fourni, a modélé, a formaté une façon de regarder le monde. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord d'une façon à l'avance sur quoi on va définir, on va entendre comme photographie, je pense qu'on reste dans les nuages. On peut parler, débattre, mais on n'arrive pas à des propos concrets. Alors, ça c'est une question. Parler d'un conflit où
d'une, je sais pas, une alliance entre l'image et la photographie, à mon avis, on a besoin d'un parti pris sur la définition de chaque concept. De l'autre côté, je crois que on a considéré d'une façon traditionnelle la photographie comme un image-objet. C'est quelque chose que Michel a aussi évoqué, c'est-à-dire que dans la photographie, jusqu'à maintenant, ou jusqu'à les numériques, il y a eu d'un côté les corps de l'image et l'âme de l'image, un support matériel et une information visuelle. Et à ces moments, ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine divorce, c'est-à-dire l'âme abandonne les corps, l'image se dématérialise, elle persiste comme image, mais elle renonce à la substance qui a été un élément absolument nécessaire dans toute notre génération d'images précédentes, la peinture, le dessin, etc. Il fallait un papier, il fallait un support, une toile, etc. Aujourd'hui, il y a des images sans corps qui, pourtant, peuvent circuler d'une façon beaucoup plus rapide. Ils n'existent comme matière, mais ils sont visibles ailleurs, dans mon écran, dans mon portable, dans un ordinateur, dans l'autre, mais nulle part en même temps. C'est-à-dire qu'il y a cette ubiquité qui est favorisée par cette manque de matérialité. Donc, je pense que parler d'image et photographie implique toute une réflexion du point de vue sémiotique, philosophique, etc., esthétique, sur les conditions qui donnent une certaine essence, une certaine nature à chacun de ces concepts. Je pense que si, comme je dis avant, on n'arrive pas à des accords sur la définition, sur les critères à partir desquels on va travailler, on fait blablabla, mais on n'arrive pas à des conclusions valables. Voilà. Merci, Joanne. Blablabla. Qui veut reprendre ce blablabla? Christine, est-ce qu'il y a eu ce... Moi, il y a une notion par rapport et je le vois dans la terminologie, dans l'embarras. Alors, l'embarras sur le terme photographe. Il y a la difficulté aujourd'hui de se dire photographe, artiste, auteur. Les centres d'art eux-mêmes ou les lieux photographiques. Alors, d'ailleurs, je ne me suis pas amusée dans le réseau Diagonal, il y a différents noms, mais je pense au BAL qui se définit comme un lieu de l'image, hein, et pas du tout un lieu de la photographie, alors que ça a été fondé par Magnum, lieu emblématique quand même de la photographie. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu, dans les années 90, la photo avait été en train de revendiquer sa place comme art. Elle l'avait déjà, plus ou moins, depuis les années 80, obtenue. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi, des fois, je me sens un peu embarrassée sur artiste, photographe. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous vous dénommez, hein, tous, quand vous vous présentez. Et parfois, c'est vrai que le terme auteur me va mieux parce que je suis un peu dans un terme consensuel. Donc voilà, c'est une question ouverte, parce que je trouve déjà cette terminologie, quand Joanne parlait d'origine, de poser un peu, je trouve que cette manière de s'identifier, elle est quand même importante, et elle dit beaucoup de choses du positionnement. Alors, Arnaud va répondre. Non, je ne vais pas répondre, je vais parler d'autre chose. Non, entre image et photographie, l'œuf et la poule, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour montrer des images ou des photographies, il faut des lieux, et je pense qu'on n'a pas du tout parlé aussi de virtuel. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, avec l'intelligence artificielle qui va se mettre aussi par-dessus, ça veut dire qu'en fait, on va avoir des technos qui seront de plus en plus importantes. C'est-à-dire que je vais dire dans ma tête, ah bah oui, j'aimerais bien avoir une expo de Saint-Ramoun ici, avec mes lunettes en réalité augmentée, et puis hop, en 2 secondes, l'intelligence artificielle va me faire une install hyper réaliste. Est-ce que c'est une image, une photographie? J'en sais rien, j'ai plus la réponse, et je pense qu'on va être là-dedans. Enfin, j'espère, j'ai envie qu'on soit là-dedans. Oui, on l'a déjà en peinture, mais on ne l'a pas directement en réalité augmentée avec nous, qui devient un appareillage en fait, de notre corps, donc de notre corps augmenté, notre corps de pensée, etc. Voilà. Eh bien, sur cette parole d'Arnaud Levenès, est-ce que vous avez une toute dernière question ou réaction pour l'un ou l'une de nos invités, parce qu'il va être l'heure de conclure? Sait-on jamais? Ah oui.
Pascal Mirande, photographe. Non, pas tout. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Non, je me permets juste, au travers de tout ce qui a été dit, et au travers des écrits de Michel ou de Johan, je trouve que justement, ce qui est important, c'est ce qu'ils ont dit, c'est la création. Parce qu'en fait, la photographie, elle est arrivée à un moment où la peinture se posait des questions. À partir du moment où elle existe, la peinture a pris un autre chemin. Je pense plutôt que ce qui est important, c'est la création. C'est-à-dire que là, avant, pour un mariage, par exemple, on allait prendre un professionnel. Maintenant, même le tonton bourré, il peut prendre son téléphone, il fera une photo nette, avec équilibré et tout ça, alors qu'avant, ce n'était pas possible. Ce que je veux dire, c'est qu'au travers de ce qu'on a vu ici et ce qu'on voit, ce qui est important, c'est justement nous, en fait. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et on va la réutiliser, on va faire autre chose avec. Moi, je pense que c'est ça, en fait, dans 30 ans, enfin pendant 30 ans, c'est ce qu'on va continuer à faire. En fait. Moi, je le vois comme ça. La création. Merci Pascal pour cette belle conclusion qui concerne aussi bien les photographes comme les centres d'art, comme le lieu, la Villa Perrochon, puisqu'à la tête, il y a des créateurs, avant tout depuis 30 ans et bientôt nouvellement. Bon, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Merci Johan Fontcuberta. Merci à vous. Merci Christine Coste, Patrick Levescon, Arnaud Lévenès et Michel Poivert. Merci à vous.